Tout ça là, c'est lui. Comment arriver à entreprendre, comment arriver à monter une ferme, comment à faire l'élevage, comment à faire l'agriculture. Tout ça, c'est dans EcoPlus. Aujourd'hui, on reçoit un agriculteur, un fermier pas comme les autres, qu'on va devoir échanger avec lui sur son expérience professionnelle. Chers téléspectateurs, encore une fois, EcoPlus vous amène dans la ville, on est toujours dans la ville minière de la ville de Lubumbashi. Incroyable, c'est qu'on est en train de voir, aujourd'hui on reçoit le docteur Manke Singoma, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Voilà, tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas vu partout. Ici, on est pratiquement dans la ville minière de Lubumbashi, mais comment arriver à parvenir à bâtir ces projets? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. D'emblée, je vous dis merci pour avoir songé à nous et de venir nous voir parce que vous nous avez suivis sur terrain, pas dans nos bureaux. En fait, ce que nous faisons ici, c'était un rêve pour nous. Depuis l'enfance, on se disait, nous allons nous souscrire dans la production agro-pastorale pour nourrir la population. Je pense que je vous ai dit que j'ai eu la chance de faire les études secondaires en agronomie et on est venu à l'université de Lubumbashi pour compléter la formation en tant que médecin vétérinaire. Et de là, on s'était dit, jamais je ne ferai une lettre de demande d'emploi dans ma vie. Ok, c'est là qu'intervient la question parce que bâtir ces projets, c'est énorme. Qui est exactement Dr Makessi?
Docteur Mankessi est le coordonnateur de la ferme agro-pastorale Bon-Berger. Okay. C'est une ferme à vocation agricole, comme activité de base ou principale. C'est-à-dire, nous produisons tout ce qui est agriculture. En commençant par le maïs, les légumineuses, notamment les arachides, les soja et les haricots. Okay. Et nous avons aussi, comme vous avez vu, un grand bas-fond là-bas de plus de 2 hectares où nous faisons des cultures maraîchères. Le potager à son temps, c'est-à-dire souvent en saison sèche. Et donc, comme vous l'avez vu, c'est un travail qu'on a commencé depuis la fin de nos études. Nous avons eu le risque de commencer quelque part. Nous avons commencé dans une autre ferme où on était locataire, des activités, et finalement, Dieu nous a aidés à acheter cette concession où nous sommes venus commencer petit à petit nos activités. Et je pense que c'est le résultat de tout ce que vous voyez ici. Sûrement, l'agriculture, l'élevage et tout ce qui va avec. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, à tout ce qu'on a comme phénomène, comment vous parvenez parfaitement à vous en sortir? Merci beaucoup pour la question. Nous avons opté un système que nous appelons opération zéro déchet dans notre ferme. Okay. C'est-à-dire, lorsque nous avons commencé par l'agriculture, c'est pour préparer de quoi donner à manger à la population et aussi, en seconde position, les animaux. Parce qu'on ne peut nourrir les animaux qu'avec la production agricole. Okay. C'est dans ce cadre-là que, après avoir évolué avec l'agriculture, petit à petit, nous avons introduit l'élevage, tout ce que vous avez vu là-bas. Et l'objectif, c'est quoi? Assurer la rotation permanente. C'est-à-dire, tout ce que nous récoltons comme déchets de l'agriculture, ça va vers l'élevage. Okay. Et tout ce qu'il y a comme déchets qui viennent de l'élevage, ça va vers l'agriculture. Okay. Ainsi que dans les étangs, on a besoin de déchets provenant de l'élevage. Okay. Donc nous avons fait de cette ferme une ferme où il n'y a pas de déchets. Voilà comment nous en sortons. Bien sûr, nous utilisons aussi d'autres intrants tels que les pesticides, okay, tels que les engrais chimiques. Mais néanmoins, nous savons que la base pour nous, c'est utiliser tout ce qui est déchets provenant de cette ferme. Okay. On appelle ça des engrais verts, il y a des engrais organiques, nous avons des fumiers que nous utilisons. Et donc voilà comment nous nous en sortons. Là où nous sommes, c'est un champ où on a mis que les engrais organiques. Vraiment, vous êtes énormément à féliciter parce que les autres se disent investir dans les mines, investir dans les commerces, j'y arrive. Mais vous avez donné humblement votre force dans l'agroalimentaire. C'est une question vraiment à encourager, mais la question revient. C'est une passion ou une obligation parce que vous avez fait l'agriculture ou l'agronomie? Au fait, je pense que les deux. Comment? Okay. Je parle de la passion parce que depuis mon enfance, j'ai grandi quelque part dans une province où l'agriculture est priorité des priorités. Et c'est là, avec tout ce qu'il y avait comme projet autour de nous, depuis l'enfance, ça m'a stimulé de faire le domaine agro-pastoral. Okay. Chaque fois quand je voyais les entreprises agro-pastorales qui investissaient dans ma province, je me disais, moi, dans ma vie, je vais faire ça. Moi, dans ma vie, je deviendrai fermier. Je ne ferai pas autre chose que devenir fermier. Et alors, je me disais, mais pour devenir fermier, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, voilà, je voudrais être un jour un fermier complet. C'est ainsi que j'ai commencé par faire l'agronomie. J'ai terminé, j'ai eu mon diplôme d'état en agronomie, agronome AD. Et je me suis dit, après l'agronomie, non, ça ne me suffit pas pour être un vrai fermier. Il fallait faire la médecine vétérinaire. Okay. C'est ce qui m'a fait arriver à Lubumbashi. J'ai fait la médecine vétérinaire. Aussitôt terminé, je me suis dit, je suis dans mon pays, je dois me lancer. Je n'ai pas eu le temps de demander un emploi quelque part. Je me suis lancé sur le terrain. Et c'est vraiment un témoignage, on n'a pas le temps de parler de ça. Sinon, les gens qui nous ont vu commencer, on vous dira que j'ai commencé par là-haut et ainsi pas de lenga-lenga quelque part où je pouvais commencer. À côté, mon épouse était déjà là parce que je me suis marié très tôt, juste en état étudiant. Donc, c'était ça le démarrage. Okay. Du côté de l'élevage, j'ai commencé par un élevage qui me coûtait moins cher, c'est les lapins. Avec les lapins, on a évolué et voilà ce que nous avons aujourd'hui.
c'est la passion qu'on a. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, on est dans votre émission Eco Plus. Et la question que j'aimerais poser à notre docteur, comment arriver à faire tout ça en 2024? Parce que je sais que l'agriculture en 2024, c'est pas facile. Comment vous arrivez à faire l'agriculture en 2024? Merci beaucoup et je pense que vous l'avez dit, ce n'est pas facile en 2024 avec tout ce qu'on a comme aléa, le réchauffement climatique. Il y a des perturbations, les pluies ne sont plus régulières comme il faut, il y a trop de perturbations. Mais on s'est dit, l'avenir de ce pays est entre nos mains. Il y a d'autres qui ont osé aussi, ils ont connu ce que nous sommes en train de connaître, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont multiplié des efforts pour voir comment produire. Par exemple, je crois que si vous regardez, on s'est dit, lorsqu'on n'a pas assez d'eau, on peut faire recours à l'irrigation, c'est-à-dire on peut faire des forages par tonnée pour essayer un peu de nourrir nos bêtes. On peut faire des forages pour essayer un peu d'arroser ainsi par-ci, par-là. Mais en ce qui concerne les grands champs, parce que nous n'avons pas jusque-là la technologie pour réaliser tout ça avec le système d'arrosage. Okay. Mais vous le faites manuellement? Oui, nous le faisons manuellement. Nous sommes en train d'aller vers des variétés qui ne demandent pas beaucoup de mois de pluie. C'est là où nous sommes en train de partir. Nous sommes dans un champ des hybrides et on s'est dit, s'il faut cultiver des variétés qui peuvent prendre 3 mois, 4 mois, eh bien maintenant avec le réchauffement climatique, nous sommes capables d'utiliser des variétés à court terme. Et aussi, si vous voyez comment nous sommes en train de protéger notre ferme, en dehors de là où nous cultivons, nous élevons, il y a la brousse, la forêt, on est en train de garder. Tout ça, c'est pour essayer de voir comment les choses peuvent marcher à la longue. Donc 2024, c'est un défi pour nous. Nous devrions tout faire pour maintenir de nouvelles technologies et essayer d'avancer. Voilà, vous le faites avec des engrais produits localement, ici chez vous, parce que vous avez dit que vous produisez aussi quelques aliments, engrais et autres choses que vous utilisez. En fait, est-ce que ça n'a pas de conséquences sur la santé? Oui, nous allons essayer un peu de rectifier les tirs. Oui. Nous ne faisons pas des engrais. Okay. Les engrais sont importés. Oui. Ce sont des engrais chimiques qui nous viennent de l'étranger. Oui. Mais nous utilisons aussi à 40% aujourd'hui des engrais organiques, c'est-à-dire qui proviennent des déchets de l'agriculture et de l'élevage. Voilà pourquoi nous avons dû combiner les deux. Okay. Et c'est pour essayer un peu petit à petit, lorsque nous utilisons les engrais chimiques, qui en réalité, à la longue, détruisent nos sols, nous sommes en train d'associer avec les engrais organiques pour essayer un peu de garder nos sols praticables. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais nous avons parlé de la fabrication d'aliments. Tout ce qui a élevage dans la ferme agro-pastorale Bombo-Hergé, l'aliment est fabriqué sur place. Je n'importe pas l'aliment. Je le fais avec quoi? Toujours avec les déchets venant de l'agriculture. Et tout ça, nous avons des déchets venant de minoteries. Nous achetons les déchets venant des moulins de soja. Nous avons des déchets, même le sel. Là, on broie du sel. Nous, on va là-bas. Ils savent que le Dr Maki achète souvent. Et donc, on nous amène ça. Nous avons les déchets de tournesol. Donc, l'ensemble de tous ces déchets qu'on peut récolter par-ci, par-là, dans la ville de Lubumbashi et dans des fermes, c'est ce qui nous permet de fabriquer l'aliment. Et le résultat, vous avez vu. Tout ça, nous le faisons avec notre propre aliment. Ok, mais lorsque nous visitons, on était en train de visiter les étangs, de l'autre côté, on a dû remarquer qu'au-dessus de l'eau, il y avait une substance un peu rougeâtre. Merci. Et les gens qui étaient là, ils ont dit à un moment ça change en bleu. Comment expliquer en fait? Oui, et donc ça provient de tout ce qu'on a comme déchets qu'on déverse dans les étangs. Vous savez que les poissons qui sont là, c'est les poissons tilapia. Ouais. Ils vivent des déchets provenant de l'agriculture et de l'élevage, en dehors de leurs aliments. Donc tout ce que nous jetons là-bas, l'objectif pour nous, c'est de changer la coloration de nos étangs. Ça a pour rôle d'éviter que le prédateur puisse remarquer là où se trouvent les poissons. Et tout ça, quand nous jetons ça, c'est en fonction des déchets que nous mettons là-dedans. Ça peut, comme on vous a dit là-bas, changer de rouge. Demain, vous trouverez que c'est vert ou encore un peu bleu. Ça n'a pas d'inconvénient sur la vie de nos poissons. Ok. Maintenant, que faites-vous de poissons après et aussi des maïs après? Oui, merci beaucoup. Comme nous l'avons dit,
Les maïs sont là. Nous sommes une ferme qui produit de la semence de variétés locales améliorées. Toutes ces semences que nous produisons, évidemment, en collaboration avec les autres fermiers, parce que nous faisons partie d'un groupe de la PESCA, Association des producteurs de semences du Katanga, où il y a plusieurs fermiers qui produisent des semences. Ce sont des semences qui sont adaptées à nos milieux, au changement climatique. Et donc ces semences ici sont destinées aux cultivateurs, aux ménages agricoles, aux fermiers, et aussi le ministère de l'Agriculture fait partie aujourd'hui de nos grands clients de ce maïs que nous produisons ici. Ça, c'est une partie. Dans ces maïs, nous avons aussi une partie destinée à la consommation humaine. Nous amenons ça dans des moulins ou encore dans les minoteries pour avoir la farine qui se vend à Lubumbashi. Une autre partie est destinée à l'alimentation de bétail. Donc il y a trois catégories qu'on peut tirer dans ça. Et donc, tout ce qui vient de maïs, soit ça va à la consommation humaine, soit des semences, ou encore à la consommation des bétails. Nos poissons, d'abord, nous assurons l'autosuffisance alimentaire. En dehors de cela, puisqu'il y en a de trop, il y a des clients qui viennent acheter. Moi, d'abord, je ne me déplace pas pour vendre les produits de cette ferme. Les clients viennent d'eux-mêmes, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour l'élevage. Les clients viennent nous rejoindre ici. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons vivre en brousse. Et on est là. Voilà. Par rapport à la saison, parce que nous savons très bien qu'on ne peut pas s'élever tout d'un coup comme ça et cultiver. Quelle est la saison idéale que vous savez déjà que pendant ces moments, il faut cultiver le maïs, pendant ces moments, il faut élever, pendant ces moments, il faut faire ceci. Quelle est en fait la saison idéale? En fait, nous avons la saison sèche et la saison des pluies dans notre province ou dans notre pays. La saison idéale pour le culture des maïs et les autres, c'est la saison des pluies. Bien qu'il y a des perturbations aujourd'hui, mais la saison des pluies est la saison idéale pour faire l'agriculture. Bien sûr, il y a aussi la culture maraîchère, comme je vous ai dit là-bas, il y a 2 hectares. Là, on n'a pas de saison. Que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, nous produisons. L'élevage n'a pas de saison. C'est-à-dire 12 mois sur 12 mois, nous sommes en train de produire et nous sommes là au service de la population. Apparemment, vous aimez... J'ai une question en fait de vous poser. Vous aimez trop la nature ou entre les hommes et la nature, qu'est-ce que vous aimez plus? Entre les hommes... Oui, ou les animaux et les hommes. En fait, je suis en harmonie avec toutes les créatures. Okay. Oui. J'aime bien vivre avec les animaux et la culture. Okay. Ça me cause moins de problèmes. Ça me cause moins de problèmes. Vous savez, mon calendrier... Ou ce n'est pas un moment où, pour se cacher? Non, ce n'est pas un... D'ailleurs, avec ce que nous faisons, c'est vrai, nous nous sommes cachés pendant longtemps, mais avec ce que nous faisons, les gens nous ont découverts. Et finalement, je vous ai dit, ce travail ici nous a amené très loin. Aujourd'hui, on est dignitaire d'État. Bon, c'est à travers ce que nous faisons parce qu'on ne fait que ça. Nous avons décidé de servir ces pays avec ce que nous faisons. Dans ça, nous encadrons la jeunesse. Dans ça, nous encadrons des fermiers qui viennent ici 2 heures du temps, 3 heures du temps, quand ils voient ce que nous faisons, ils se disent, je vais commencer quelque part. Donc, c'est ça notre rôle, encadrer la nouvelle génération parce que l'espoir, c'est vous. Et puis, encadrer les autres fermiers qui ont des problèmes, qui ont des lacunes parce que nous, du moins, nous sommes les hommes de terrain et nous avons en tout cas la maîtrise par rapport à ça. Qu'est-ce que, en fait, avant de prendre la dernière question, qu'est-ce que vous avez déjà reçu dans tout ce que vous êtes en train de faire? Le souvenir que vous dites que il y a un souvenir et un bouchon. Ah, merci beaucoup. Les souvenirs dans le ce domaine. Meilleur souvenir. Le meilleur des souvenirs. Ouais. Bon, je vais vous faire rire. Hein. Okay. Parmi les meilleurs des souvenirs, s'il faut en compter 3. Le premier, c'est le fait que tout gouverneur qui vient dans cette province doit dîner avec Dr Maki parce que je suis fermier. Okay. On est toujours avec eux. Tous les gouverneurs qui passent dans cette province. C'est une bonne chose. Nous avons une invitation dans leur mandat et autour d'une table, on échange, on parle de l'agriculture, on dîne. Et pour moi, ça me fait la joie. Je n'ai pas besoin d'être qui que ce soit pour être avec des grands. Ils sont obligés. Ils sont obligés de venir vers nous. Ça, c'est vraiment pour moi un grand souvenir. Le deuxième souvenir,
C'est une passion, comme je l'ai dit. Le deuxième souvenir que j'ai, malgré les difficultés, le faible commencement, je suis quand même arrivé à réaliser mon rêve. Je suis quand même obligé de réaliser mon rêve. Le rêve, c'est quoi? Devenir un jour fermier. Devenir un jour fermier et vivre, vous m'avez trouvé dans cette ferme. Je ne rentre que le week-end à la maison pour la famille. Mais je suis là, en harmonie avec tout ce qui m'entoure, donc l'environnement. L'environnement, pour moi, c'est les humains, parce que sans le concours de tout le monde, c'est-à-dire les humains, on ne pouvait pas réaliser ça. Je suis en harmonie avec tout le monde, je suis en harmonie avec les arbres, je suis en harmonie avec les animaux et le calme, comme vous l'avez remarqué. D'accord, dans 3 minutes, juste 3 minutes, vous regardez votre caméra et vous parlez de votre expérience. Merci beaucoup. Comment vous êtes reparti des zéros à aujourd'hui? Je ne sais pas si je saurais, mais dans 3 minutes, tout ce que je peux dire est que dans la vie, il faut être réaliste. Quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, après l'obtention de mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je me suis rappelé que moi, je ne demanderai jamais un emploi. Je suis allé quelque part dans une ferme, c'est la ferme de la colline, pour ne pas faire sa publicité. C'est là où j'ai demandé un lopin de terre. Moi, avec mon épouse, nous avons commencé à faire la culture qu'on appelle le lenga-lenga. Et c'est avec ces lenga-lenga, nous avons trouvé des papas et des mamans qui faisaient déjà quelque chose. Nous, on a négocié, on nous a donné une portion de terre. Et là, on s'est moqué de nous. Regarde ce monsieur qui vient de terminer l'université. Mais il vient avec la houe faire ce que nous faisions chaque année. Alors, à quoi bon aller étudier? Il ne savait pas ce qui était en moi. 1 mois, 2 mois, le peu qu'on avait produit avec madame, j'ai commencé à les engager. Une année plus tard, j'avais ces mêmes dames que j'ai trouvées là-bas, je les ai engagées au nombre de 12. Et j'avais agrandi mon potager à 1 hectare. Et voilà comment nous avons démarré, c'est-à-dire moi, le secret, c'est le 1 hectare de lenga-lenga. Je me suis dit, on n'a pas de moyens pour commencer avec des vaches ou des porcs. Nous avons acheté un couple de lapins. Ce couple de lapins, puisque j'en avais l'expérience depuis sur les bancs de l'école. Et avec ces lapins, c'est ce qui a démarré ce que vous voyez aujourd'hui, parce que petit à petit, on a avancé. Et donc, c'était pas facile pour nous, mais comme on était persévérants, ça nous a permis à ce que les gens autour de nous puissent s'imprégner de notre politique, puissent s'imprégner de notre vision. Et la vision a grandi petit à petit, malgré les difficultés. Aujourd'hui, ça nous a permis, de là où on était locataire, on a eu un peu de moyens et on est venu négocier cette terre que vous voyez à crédit. Le monsieur propriétaire à l'époque avait 100 hectares. Il m'a dit, bon, jeune homme, je vois ce qu'il y a dans ta tête, mais l'esprit me dit que je dois t'aider. Je te donne 50 hectares, tu vas payer petit à petit. Il m'a donné 6 mois, on a commencé à produire. La production nous avait permis de payer le monsieur, le propriétaire de cette terre. Et de là, on a commencé par encore la même politique. Un petit potager, là, vous avez vu, là où il y a les étangs. Peut-être les 2 étangs là, c'est là où étaient les petits potagers. On a foncé avec ça. C'est depuis 2008. Nous sommes en 2024. Les résultats, vous les voyez. Ce que nous faisons, je dirais que 100%, le financement 100%, c'est l'autofinancement. Et voilà donc, nous sommes là. Nous sommes en train de réaliser petit à petit les rêves. Notre rêve était aussi, comme je l'ai dit, c'est d'encadrer les jeunes, encadrer les autres fermiers pour que seul on ne peut rien. C'est avec tout le monde qu'on peut réaliser ce genre d'exploit. Ouais. Et un mot pour la jeunesse qui vous suit déjà. La jeunesse, oui, merci beaucoup. Je reviens encore, je me suis dit, la passion nous est venue trop jeune. C'est pourquoi on a confiance au dynamisme de la jeunesse. La jeunesse, je vous dirais ceci, laissons la distraction en ville, il n'y a rien. Aimons notre pays et aimer le pays, c'est donner à manger à notre pays. Sans vous, la jeunesse, nous ne pouvons rien. Venez nous rejoindre, ayez le courage, ayez le goût de faire ce que nous sommes en train de faire, parce que demain nous on va passer. Et c'est à vous notre espoir. Voilà ce que je peux dire à la jeunesse. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission EcoPlus. EcoPlus qui vous a présenté aujourd'hui comment entretenir votre ferme, comment faire tout ce que vous avez vu. Vous avez entendu, vous avez vu le professionnel. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve très prochainement. Bye.